Bonsoir, professeur Perrotin. Vous êtes un des auteurs du MOOC Prééclampsie qui a tourné sur la plateforme Fun en 2017. Ma première question est, qui a eu cette idée du MOOC Prééclampsie? Alors bonsoir, effectivement c'est une idée de groupe en fait, c'est pas l'idée d'une seule personne mais celle d'un groupe de médecins qui travaillaient sur le dépistage de la prééclampsie. On va dire que le leitmotiv qui nous avait rassemblés initialement était l'envie de développer de nouvelles méthodes de dépistage et de diagnostic de la prééclampsie. Et chemin faisant, on s'est aperçu que les gens étaient finalement assez peu informés sur ces nouvelles modalités de dépistage qui intégraient en particulier des marqueurs angiogéniques de la prééclampsie. Et de là est venue l'idée de faire dans un premier temps ce qu'on voulait être une brochure, et puis l'idée a grandi, si je puis dire, pour évoquer la possibilité de faire quelque chose de plus large, de plus moderne, de plus interactif, comme un MOOC. Quel était le public cible de ce MOOC? Alors, le public est très large, un public de professionnels, c'est-à-dire qu'on s'est d'emblée pas positionné sur l'idée d'une vulgarisation grand public, mais plutôt d'aller toucher les professionnels, l'ensemble des professionnels de la périnatalité. L'idée était de pouvoir toucher de l'étudiant en médecine, l'étudiant de sage-femme, des professionnels déjà intégrés dans des équipes de soins, les médecins, les sages-femmes, et également les biologistes aussi, parce qu'il y avait une demande assez forte de la part des biologistes de pouvoir intégrer des notions nouvelles sur les biomarqueurs de la prééclampsie. Vous avez été auteur de plusieurs chapitres dans plusieurs livres de gynéco-obstétrique. Quel a été, du point de vue pédagogie, l'effort que vous avez dû consentir pour moduler votre approche pour transmettre l'information dans le cadre d'un MOOC? On était un groupe à peu près d'une dizaine de personnes. Et du coup, je crois qu'il y a aux alentours de 13 ou 14 chapitres différents, ce qui faisait un peu plus d'un chapitre par personne. On s'est d'emblée en fait partagé le travail à partir d'un plan qu'on a fait, de ce qu'on voulait réaliser, d'une quinzaine de chapitres. Mais je dirais que le partage a été assez facile, chacun ayant des orientations soit plus marquées sur le dépistage, le traitement, la physiopathologie. Comment est-ce que vous avez adapté ce contenu scientifique-là à la plateforme elle-même et à la forme du MOOC qui est la capsule vidéo? Alors effectivement, c'est un mode d'enseignement qu'il faut complètement repenser par rapport à de l'écrit. Il faut là y mettre de l'interactivité, il faut y mettre des couleurs flash. À la fois, on est un petit peu tous habitués à des présentations à faire en PowerPoint, mais là, il fallait vraiment intégrer des technologies nouvelles de la communication, comme les incrustations d'images, et puis surtout la nécessité d'être le plus synthétique possible, parce qu'évidemment, ce MOOC ne pouvait pas faire 350 diapositives. On avait chacun un nombre de diapositives extrêmement limité, et il fallait vraiment faire une sélection dans les notions qu'on voulait faire passer. Je pense que ça a été en fait la principale difficulté de la conception de ce MOOC. On dit toujours enseigner c'est choisir, mais là le choix a vraiment dû être presque un résumé de chaque notion qu'on voulait faire passer. Il a vraiment fallu se mettre d'accord sur ce qu'on voulait y mettre, et c'est vraiment ce qui a été le plus difficile. Quelle a été l'équipe qui a participé au MOOC? Est-ce que vous avez eu des ingénieurs informatiques? Est-ce que vous avez eu un recours aux graphistes? Alors oui, sur le plan technique, on a eu la chance d'avoir un sponsor qui était assez généreux. Roche, pour ne pas le nommer, le laboratoire Roche, qui dispose de moyens quand même assez confortables, a pu justement nous mettre à disposition ces moyens. Nous, on a fourni les diapositives, chacun a fourni ses diapositives, et par exemple, toutes les diapositives ont toutes, une à une, été refondues pour qu'une charte graphique puisse vraiment permettre une continuité dans l'enseignement de ce MOOC, pour que des technologies qu'on ne maîtrise nous pas du tout, comme le fait de mettre des incrustations d'orateurs à l'intérieur des diapositives, on a pu bénéficier effectivement de tout le studio de prise de vue de Roche, avec donc un professionnel de l'image qui est venu nous filmer sur fond bleu, vous savez, un peu comme pour la météo, avec donc des trucages photographiques habituels pour pouvoir nous intégrer à l'intérieur des diapositives. Donc,
Quel a été votre ressenti à la fin de cette expérience que vous renouvelez maintenant, vu qu'en 2018, il va retourner? Alors nous, on a adoré, évidemment, toucher à toutes ces technologies et puis surtout avoir vraiment la substantifique moelle de ce qu'on voulait transmettre sur la prééclampsie. Donc un côté positif. Après, évidemment, quelques petites remarques peut-être un peu moins positives, comme le fait que moins de 50% de ceux qui se sont inscrits au MOOC sont allés au bout du MOOC, et puis un pourcentage aux alentours de 15 à 20%, je crois me souvenir, ont commencé les évaluations. Donc finalement, on voit s'amenuiser progressivement les effectifs. C'est toujours un peu décevant, parce qu'on se dit qu'on aurait eu envie que tout le monde aille jusqu'au bout, quoi, finalement. Ça, c'est peut-être un premier côté peut-être un peu moins positif. Puis le deuxième, c'est la peur aujourd'hui, finalement, de se dire, voilà, on a pu bénéficier de moyens terribles pour mettre en place ce MOOC. On a bien sûr d'autres idées de MOOC sur d'autres sujets. En l'absence de sponsors, c'est très difficile, parce qu'on peut faire du MOOC artisanal, mais ça n'aura pas la qualité de ce qu'on a pu produire là sur la prééclampsie. Merci beaucoup, professeur Perrotin. À très bientôt.